Salut à toutes et à tous, c'est le podcast Sans filtre. Aujourd'hui, inédit, hors série avec David Blackat. On va faire plusieurs épisodes comme ça qui seront toujours sur hors série. Tous les mercredis, on les sortira sur YouTube. Et bien avant, vous aurez l'occasion de pouvoir les découvrir sur le Telegram en avant-première. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le canal Telegram, en lien dans la description. Et la question qu'on se pose tous, c'est quoi ton secret pour parler à autant de gens, te retrouver dans des situations comme tu as vécu. Si tu as une petite piste, on est preneur. Deuxième question, est-ce que tu t'es entraîné à parler? Parce que je trouve que tu parles, ça me fait un peu penser à Oussama Hamar ou à des super orateurs. Tu as vraiment une manière de t'exprimer. T'es posé, tu parles pas si lentement que ça, je trouve, mais t'as vraiment je sais pas, t'es un bel orateur. T'as jamais pensé à faire des conférences, un peu comme un Oussama Hamar, toi, par exemple? Bon, la première question, c'est comme sur LinkedIn. Tu sais, tu as ton cercle, ton premier cercle, c'est ton réseau. Le deuxième cercle, c'est le réseau de ton réseau. Et le troisième cercle, c'est le réseau du réseau de ton réseau. Et forcément, quand tu tires le fil, tu arrives à des contacts assez étonnants. Pour la deuxième question, je pense que c'est lié au fait que tu écoutes en x1,5 ou x2. Donc forcément, c'est très rapide. Mais je t'invite à réécouter en x1 quand je parle. Et tu verras, c'est terriblement lent, quoi. Et je fais plus aucune conférence, plus aucune interview. J'avais fait celle chez Asynchrone qui avait bien marché. Je pense que c'est celle qui a le mieux marché sur sa chaîne. Celle chez Romain Pirotte avait bien marché aussi. Et j'avais fait une conférence, mais tout ça c'était en 2022. Une conférence au Parc des Princes qui avait cartonné dans le cadre du Kuro Show, Kuro Academy. Et elle était vraiment bien. Et depuis, je refuse à peu près tout, quoi. Parce que, un, ça m'intéresse pas. Et deux, j'ai pas le temps. Comme vous l'entendez, je suis tout le temps dans la rue, etc. Donc, ou avec les enfants. Donc ça m'intéresse pas trop de raconter ma vie en conférence ou en live. J'ai pas le temps en fait. J'ai ni le temps ni l'envie. Mais non, il n'y a aucun talent d'orateur. Je suis absolument affreux à écouter en frein. C'est assez contradictoire. Je pense que tu as quand même monté une grosse communauté. Tu es la personne qui est peut-être pas la plus influente, mais tu es très influent dans tout le game de Twitter, l'entrepreneuriat, tout ce qui est ce game-là, du coup. Donc pourquoi tu penses que tu as fédéré autant de personnes si t'es pas un bon orateur? C'est peut-être une petite question piège, mais c'est ce qui me venait là. Non, le meilleur c'est Tougan. Il n'y a même pas de comparaison possible. Pour la petite histoire, je suis dans un groupe d'une centaine de personnes issus de profils mimétiques. C'est un programme de Tougan. Il y a, je sais pas, il y a Valère, il y a Prince Marvin, enfin plein de gens qui sont aussi qui sont arrivés plus récemment sur Twitter, mais qui sont du très costaud. Il y a Axel Quantique, il y a plein de gens dessus, Malik Bench, et, euh, et personne ne se rend compte combien Tougan a rendu de gens extrêmement riches. Ça n'a rien à voir avec moi. Moi, il y a des gens qui ont créé des SaaS, des petites formations. Il y a Reddington qui a créé une formation sur scrapping. Il y a évidemment Baki, Freaks, BotStart. Il y a 0x FTO qui a lancé OneClickAFI et Tickmatize, donc des SaaS. Il y a des gens comme ça. Il y a Axel SEO qui est un super SEO, etc. Mais ça n'a rien à voir. J'ai rendu personne extrêmement riche comme ça, quoi. C'est Tougan de très très loin le boss de fin. Et je pense juste que c'est le fait que j'ai deux fois l'âge des gens auxquels je parle, quoi. Donc j'ai beaucoup plus d'expérience. Comme Cyril, Web de Fou. Euh, voilà, on est vieux, on est ancien, on a compris les codes, et moi un peu plus que les autres, parce que je suis un peu plus connecté aux plus jeunes générations. Et donc j'arrive à parler et je comprends en plus, parce que je suis plus proche mentalement des plus jeunes générations. Et c'est juste pour ça, je comprends l'audience et je suis compétent, voire extrêmement compétent. Je suis très bon dans ce que je fais, euh, mais, euh, mais ça n'a rien à voir avec un Tougan qui a vraiment rendu dans les faits des gens très très riches. Yo, du coup, c'est Antoine. On va reprendre les questions, les gars. Déjà, encore merci à vous. On est 105 sur le groupe et ça, franchement, ça fait grave plaisir. Merci à toi, David, encore une fois. Déjà, de partager aussi des contenus que tu as déjà pu partager.
de prendre aussi un petit peu de temps quand même pour nous envoyer des audios et nous répondre. Et puis de nous sortir des inédits comme ça, c'est un régal franchement. Donc j'ai une première question. Est-ce que tu as envie de développer un peu ton moment de vie à Dubaï avec tes anecdotes? Et deuxième question, par la suite. Et deuxième question, tu as peut-être répondu un peu plus haut, mais d'une certaine manière. Euh, Comment tu expliquerais le fait que des gens ne peuvent ne pas te croire sur tout ce que tu as pu raconter, sur tout ce que tu as pu vivre déjà dans ton passé? Ah si, et bien sûr, j'allais oublier pour toi, David, par rapport à ce que Mehdi disait un petit peu plus haut, où comment dire, il appréciait ton talent d'orateur. Euh, je tiens à dire que moi, j'écoute tous tes audios en lecture automatique et tu sais, sans vitesse, en lecture normale. Et franchement, non, c'est appréciable. J'adore écouter. Et j'espère que c'est l'avis de tous ceux qui ont rejoint le groupe en tout cas. Et du coup, il y a bien sûr aussi la question sur le vote que tu as pu déposer, toi, David. Il y a actuellement, à l'heure que je parle, 33% qui ont voté pour le dropshipping SEO et aussi également 33% par quoi débuter. Voilà, donc prends le temps de nous répondre et du coup, je te demanderai de ne pas choisir si tu peux détailler les deux. Merci à toi. Non, pour Dubaï, on va passer parce que c'est des choses dont je ne peux pas parler, tout simplement. Pour la partie mytho ou pas mytho, justement, je me posais la question aussi sur le nombre de personnes qui me croient. Et donc, j'ai fait un sondage sur mon canal, dont la plupart des personnes ici proviennent. Et j'ai fait un thread hier, un petit thread vite fait qui n'a pas eu énormément de reach, mais pour savoir exactement qui pensait que c'était du mytho. Bon, j'ai quand même mis des petites preuves à la fin, mais résultat, il y a eu très très peu de votes et aucun commentaire relatif à du mytho. Donc en fait, c'est même pas un problème. Je pense que tout le monde se voit bien, puis il y a les preuves. Donc voilà, après, peut-être que ça paraît pas du tout extraordinaire aux gens aussi. Après, il y a deux sujets qui se détachent. Comme tu disais, c'est le dropshipping SEO et par quoi débuter. Alors, bien sûr, moi j'aurais été ouvert à parler d'absolument tous les sujets, mais c'est cela qu'on va aborder puisque c'est ce qui intéresse les gens a priori. Je pense qu'on va commencer par le sujet du drop SEO et comment j'ai été amené à créer mes premiers 15 000 sites. Comme j'expliquais, Dropshipping Reborn, c'était le voisin de palier de mon pote à Malte. Donc il a lancé un Discord et il a fait plein de vidéos qui ont bien marché, où il parlait de dropshipping SEO, qui était un concept nouveau. Et quelques mois plus tard, il a lancé sa formation et il en a vendu 2000 à 500 euros en quelques jours. Donc il a tapé le million en quelques jours en infoproduit. L'information qui est importante, c'est pas de savoir qu'il a fait 1 million en 2-3 jours. L'information importante, c'est de savoir qu'il y avait 2000 personnes qui allaient faire des sites de dropshipping SEO d'un coup, genre en un mois, quoi. Et là-dessus, j'ai directement vu une opportunité parce que moi j'étais bon en scrapping depuis très longtemps. J'étais bon pour créer des milliers de sites depuis longtemps, c'est ce que je faisais en affiliation. Et donc j'ai vu l'opportunité de me dire, bon, dès qu'ils vont lancer les sites, je vais trouver les footprints. Donc les footprints, c'est les textes qui sont présents sur le site et qui seraient des récurrences entre tous les sites pour en trouver plein d'un coup. Et donc je savais déjà à l'avance que j'allais pouvoir trouver les footprints et que j'allais pouvoir trouver énormément de sites à scraper et à copier. Il faut savoir aussi qu'il n'y avait pas encore GPT-3, c'était pas du tout cette époque-là. Et donc moi je partais sur de la traduction puisque c'était plus simple que de la réécriture. J'aurais pu faire du texte à trous, mais c'était déjà assez foireux vis-à-vis de Google. C'était déjà la fin du spinning. Enfin, c'était déjà fini depuis assez longtemps. Et donc, je suis parti sur la traduction puisque la traduction ne correspond pas à ce qu'on appelle du duplicate content. Donc, il n'y a pas de pénalité à la traduction sur du contenu, sur du contenu traduit, tout simplement. Donc, au fur et à mesure que les gens lançaient leur site, moi, je récupérais absolument la liste de tous les sites, donc des milliers de sites qui étaient créés, et je les gardais dans une liste au chaud et je faisais un suivi hebdo à peu près de l'avancée sur SEMrush de chacun des sites. Donc sur SEMrush, c'est un outil qui permet de savoir le nombre de visites issues de Google pour chaque site. Comme ça, j'avais la liste des sites à copier avec l'ordre précis des sites à copier en fonction de leur potentiel SEMrush. Je savais que sur DeepL, j'avais la possibilité de créer un maximum de comptes d'essai gratuits, mais j'avais pas de technique précise pour garder le HTML. Donc ça m'emmerdait énormément, quoi. Puisqu'on fait quand même du SEO et dans le cas du SEO, il faut une structure
de sous-titres, de paragraphes, de listes, etc. Et ça, je le perdais quand je faisais ma traduction avec DeepL. Donc dans un premier temps, ce que je faisais, c'est que j'enlevais le HTML intégralement de mes fiches produits et je balançais à la traduction dans une technique qui était de créer des documents sur des documents docx et de les balancer en tant que documents justement sur DeepL avec un séparateur entre chaque ligne pour pouvoir m'y retrouver quand je voulais faire mon copier-coller sur Excel, et donc tout s'alignait parfaitement avec la ligne d'origine. Mais donc je perdais totalement la capacité de garder le HTML, et c'était le même problème avec une fonction qui s'appelle Google Translate au sein de Google Sheet ou Google Spreadsheet, on appelle ça comme on veut. Et donc je perdais le HTML et c'était vraiment chiant, quoi. Puis j'ai fait un test et j'ai trouvé qu'en créant des ID, c'est-à-dire qu'en remplaçant par exemple toutes les listes qui en HTML c'est LI, si je remplaçais toutes les listes par je sais pas, le code 123 quand la liste s'ouvre et 1123 quand elle se ferme, je pouvais les remettre ensuite. Je pouvais les enlever, remplacer par un ID, et que sur l'ID il n'y avait aucun problème lors de la traduction, ça gardait bien l'ID présent dans l'ordre qu'il fallait, et que je pouvais le remettre ensuite, je pouvais rajouter le LI. Je perdais juste, dans le cas du HTML, pour ceux qui connaissent un peu, le détail des classes, du style, etc. Mais j'arrivais à retrouver ma structure HTML, en tout cas, assez facilement. Et donc je me suis dit, ah, mortel, et j'étais à ce point-là quand j'ai reçu un appel. C'était un pote à moi de Malte, qui vivait à côté de chez moi à Malte. Certains le connaissent déjà, il est sur Twitter, c'est Kempe, Kempe, _Sénin, je sais pas comment on prononce, mais SENIN. Désolé, il y a les perruches derrière moi qui font du bruit. C'est la vie à Barcelone d'avoir des perruches absolument partout. Et ma fille était bébé, c'était le soir, et moi je réponds, je déteste Discord, je déteste les appels comme ça, non prévus, et même quand c'est prévu, c'est pour ça que je fais pas d'interview. Et donc évidemment je refuse. Et la petite en plus était nourrisson, donc aucune envie de la réveiller, parce qu'après c'est une galère de rendormir. Et donc je refuse, mais il insiste pendant, je sais pas, peut-être 1 heure ou 2, quoi. Il me dit, faut que je te présente deux personnes. Je leur ai parlé de ton projet et elles sont intéressées pour financer très largement. Parce que, oui, j'ai oublié de préciser un point, c'est que effectivement il faut payer les serveurs, les noms de domaine, etc. Mais le principe du dropshipping que beaucoup de gens oublient, c'est qu'il faut payer les commandes. et que en fait, c'est bien de se dire je vais créer 10 000 sites ou 15 000 sites, mais à un moment il faut pouvoir assumer et avoir la trésorerie pour assumer les commandes. Sauf que pour une raison que je ne peux pas détailler ici, liée à ma non-réponse plus tôt, je ne pouvais pas assumer la trésorerie sur 15 000 sites d'un coup, quoi. Bon, je dis ça, mais ceux qui font du dropshipping ont déjà l'habitude, a priori, enfin, en tout cas je leur souhaite, de connaître les blocages bancaires, ça veut dire qu'ils sont allés assez haut, et donc voient à peu près de quoi il en ressort. Et j'accepte le call Discord, et on me présente deux personnes, Fouad et Moufdi, donc qui sont aussi sur Twitter, et il s'avère que il y a un gars, donc Fouad, qui est très jeune à l'époque, qui me dit moi je fais du dropshipping, j'ai telle marque, et c'est une marque très connue que même ma femme connaissait, et son frère Moufdi qui est un ingé d'une très grande école spécialisée en automatisation, donc c'était parfait. Bon bref, le call se passe et on décide de le faire tous ensemble, tous les quatre avec MP, et de se lancer sur l'aventure des 15 000 sites, tous les quatre. Et Fouad allait financer très, très largement, et Moufdi allait s'occuper de la partie technique, et Kempé et moi on s'occupait de toute la vision d'ensemble sur la façon de faire les sites, comment les copier, etc. Mais voilà, au bout de 3 mois ça avançait pas, on n'y arrivait pas techniquement à avancer. Et on continuait, donc on se refixait dans 1 mois. Et en fait, au bout de 4 mois, ça passait, 5 mois, ça passait, 6 mois, ça passait, 7 mois, ça passait. Avec MP, on s'est capté à Malte, évidemment, en se disant, voici la liste des projets qu'on va faire, on va faire le dropshipping ensemble. Et on avait un autre projet qui était de, entre guillemets, produire des infopreneurs qu'on ferait péter sur les réseaux et à qui on créerait les formations, où on les encadrerait dans le cadre de la création de leur formation,
et en fait on financerait et on coproduirait les vidéos, on aurait en partie les droits d'auteur et donc on serait en mesure d'aborder énormément de domaines d'un coup avec tout un tas de personnes différentes, donc d'être les mecs qui étaient derrière les infopreneurs. Gardez bien ce point en tête parce que c'était il y a des années et vous verrez ce dont je vous parlerai à un moment aujourd'hui ou demain. Bon bref, le temps passe et on n'y arrive pas quoi. On n'y arrive pas, ça fait 9 mois et moi je m'étais fixé 9 mois pour dire stop et j'avais pas plus de solutions qu'eux. Parce que techniquement c'était quand même un sacré challenge. Alors non pas de scraper les sites, ça c'était facile, je le faisais très facilement. Non pas spécialement de traduire, mais de gérer en fait énormément d'images, à la fois de l'admin 6, puis gérer des commandes et vraiment être sûr de pouvoir scaler comme on le souhaitait. Et c'était méga foireux et totalement instable. Ah ouais, je précise juste un point, c'est que je n'avais plus aucune source de revenus puisque je faisais plus d'affiliation avec les Anglais et donc je faisais absolument plus rien. Plus rien, j'étais vraiment focus sur ce projet et pendant 9 mois, j'ai pas gagné un seul euro. Et vraiment même pas 10 centimes quoi. Bon, vous inquiétez pas pour moi, tout allait, tout allait très bien, mais c'est juste un point à préciser. Ensuite, je me suis tourné vers mon dev historique et comme je vous le disais, lui, en quelques mois, il a pu faire une techno. Je pense que ça a dû prendre peut-être 3 mois. Et au final, il m'a dit non, en fait, j'ai pas envie que tu utilises ça pour faire des trucs Bouddha, etc. Peut-être au bout du 4e ou 5e mois, il m'a dit non, en fait, j'ai pas du tout envie que tu l'utilises pour faire du drop. Donc là, j'étais déjà à genre, je sais pas, 13-14 mois de projet sans rien gagner, en étant focus à 100% sur ça, quoi. Et il y a un truc à savoir, c'est que moi j'adore tout ce qui est chinois. J'ai une passion pour les trucs chinois. Mon père aussi d'ailleurs, il commande quasiment tous les jours de l'année sur AliExpress. Et par exemple, ma femme et moi, on a je sais pas combien de téléphones chinois, mais toutes les marques chinoises possibles, même les tablettes, enfin on achète tous les trucs chinois qui existent. Et donc, par définition, ce sont des Android. Et un jour, je vois qu'il y a le bouton traduire sur Chrome sur Android. Je navigue et je vois qu'on peut garder la traduction active de site en site. Et là, je me dis, waouh, mais en fait, si je simule de la navigation sur Android, je peux traduire de manière illimitée et gratuite tous les textes que je veux. Et donc, j'obtiendrai de la traduction gratuite. Je vais sur l'ordi en me disant, je vais chercher un émulateur, tout ça. Puis, j'ouvre mon Chrome sur l'ordi et je fais traduire. Et je vois qu'en fait, ça marche sur ordi aussi. Et ensuite, je vais dans mon inspecter l'élément. L'équivalent du code source on va dire et je vois que dans inspecter l'élément quand j'active la traduction le texte aussi est traduit dans inspecter l'élément et là je comprends qu'en fait j'ai la technique pour traduire de manière 100% illimitée 100% gratuite tout le HTML que je veux sur tout internet et que je vais pouvoir traduire internet quoi, grosso modo de manière 100% gratuite et illimitée en gardant le HTML. Je me dis mais c'est parfait parce qu'il suffit juste maintenant de naviguer en fait sur les pages en ayant la traduction activée et ça tombe bien parce que moi j'utilise une extension gratuite qui s'appelle Web Scraper pour scraper les pages et donc ça va pouvoir scraper et traduire en même temps de manière 100% illimitée et donc je comprends que je peux traduire internet 100% gratuitement, 100% de manière illimitée que là c'est un nouveau monde qui s'ouvre à moi quoi. À partir de là je relance 100% mes scrappers. Tiens, je vais raconter l'histoire exacte. Là, franchement, ça fait, je pense, quasiment 1 an et demi que je suis sur le projet en ayant gagné absolument zéro. J'ai pas lancé un seul site en 1 an et demi. Et je décide de traduire tous les sites dans toutes les langues possibles. Et je sais plus combien de temps ça prend. Je prends, je sais pas combien de VPS, peut-être 40-50. Donc des VPS, c'est des petits serveurs. Et je traduis intégralement les sites. Ça met peut-être 1 mois et demi, quoi, un truc comme ça. Et la nuit, je dois me réveiller avec le bébé pour aller changer de scrapper et relancer le scrapper suivant, etc. J'importe les sites, pareil, ça me met je sais pas combien de semaines. Et je remarque que j'ai un souci. Le souci, c'est que j'ai aucune façon de savoir quel est le produit de base sur le site français entre mon site bulgare et mon site anglais.
Voilà, j'ai aucun point commun entre les sites. Les produits, ils ont des ID différents sur normalement le même site copié, mais juste dans 2 langues différentes. Et là, j'ai un gros problème. Donc j'ai encore perdu du temps. Et là, il faut que je relance intégralement mon scrapping en me basant sur un apport français sur mes propres sites. Donc je fais une copie de, je sais plus, je prends quasiment 700 sites. J'importe quasiment les 700 sites sur un serveur. Et maintenant, je vais traduire le contenu de ce serveur. Et comme ça, je vais choper l'ID en même temps de chacun des produits sur WordPress. Il y a moyen de choper ça dans le code source. Donc je chope cet élément et maintenant j'ai un point de comparaison. Et je saurais exactement dire que le produit 55 du WordPress 15 sur chacun de mes serveurs, donc pour chacune des langues, correspond à ce produit à la base sur le site français. Et donc là, je m'associe avec mon associé de base, qui est mon meilleur pote de Sevran, et avec qui j'avais bossé avec les Anglais, et avec qui j'ai toujours bossé depuis toujours, quoi. On se répartit les tâches en mode, lui il va faire les backlinks principalement, qui est quand même le taf le plus chronophage en SEO. Donc les backlinks, c'est faire des liens depuis des sites externes, qui eux ont ce qu'on appelle du jus ou de la patate, tu vois. Ils ont, disons, un score, et le fait qu'ils fassent des liens vers d'autres pages, ça transfère une partie de ce score, ou donc de ce jus, de cette patate, vers nos sites, voilà, tout simplement. Et donc nos sites de base, ils ont peu de jus, puisqu'ils ont juste le jus que Google veut bien leur donner, et en revanche, en faisant ce qu'on appelle donc les backlinks, les liens, on arrive à choper une partie du jus des sites qui nous font des liens. Donc c'est un gros travail à faire pour donner énormément de puissance ou d'autorité ou de patate ou de jus, enfin on appelle ça comme on veut, à nos sites. Donc c'est vraiment un passage essentiel. Mon pote s'occupe aussi des imports des sites. On n'utilise pas d'Automa, on n'utilise pas de Zenoposter, on n'utilise aucun outil d'automatisation à l'époque. On fait vraiment à la main, sauf le scrapping évidemment. Moi je suis en charge du scrapping, de la traduction, je suis en charge de m'assurer que tout est bien. Et lui il s'occupe de choisir les sites qu'on va copier, donc de valider les sites qu'on va copier, trouver tous les spots de backlink sur absolument tous les pays, faire les backlinks et faire les imports à la main des fichiers traduits, des images, etc. Et voilà pour l'histoire, quoi. Après c'était lancé, on a eu, c'était le début des galères, quoi. Les vraies galères ont commencé ensuite avec les processeurs de paiement, les trucs administratifs, les sociétés, les pays. Enfin voilà. Il y a eu plein d'autres galères dont j'ai pas forcément envie de parler, mais ça a été extrêmement éprouvant, très très éprouvant. J'en ai déjà parlé chez Asynchrone. J'ai perdu 10 kilos entre le moment où j'ai lancé les sites. Donc il faut se rendre compte, il y avait plus d'1 an et demi avant j'arrive pas à le faire, quoi, le projet. Plus d'1 an et demi. Et après, ça j'étais encore en forme. Mais les vraies galères ont commencé le jour où les sites ont été lancés pour de vrai. Et on a commencé à faire des backlinks, recevoir des visites, recevoir de l'argent. Et là ça a été la partie la plus compliquée. Donc pour les gens, ils se diraient waouh, mais en fait c'est mortel puisque tu refais de l'oseille et tout, c'est trop bien. Mais voilà, il y a un coût à payer, un coût en termes, je pense, de santé même. Déjà, j'avais eu un coût sur la santé avec l'affiliation. J'ai été 2 fois hospitalisé rapidement. Voilà, c'est des trucs à prendre en compte aussi quand on voit des gens faire des gros sous, on voit pas forcément ce qu'il y a derrière. Et donc moi j'ai perdu 10 kilos comme ça, suite aux nombreuses galères, au stress, au travail, enfin bref. Ça a été beaucoup de taf, mais ça a permis de lancer à la machine des sites. Et globalement on a surtout taffé l'Italie. L'Italie est extrêmement bien taffée, et la Tchéquie. Résultat, ceux qui me connaissent un peu là depuis 2022 savent que je parle principalement de l'Italie et de la Tchéquie, que je casse les pieds absolument à qui veut l'entendre sur ces 2 pays, mais qu'on avait une faiblesse sur les 17 autres pays sur lesquels on était présent. 16 ou 17, j'ai même plus le truc en tête, faudrait que je revoie. Je sais qu'il y avait Angleterre et US qui comptaient, mais voilà. Et aucun site en France. Une fois que j'ai trouvé les solutions, que les sites ont été stabilisés, etc., que j'ai vécu les plus grosses galères, c'est à ce moment-là que Twitter a commencé à prendre. Parce que de base, Twitter, moi j'y étais juste pour parler avec Kempe, Moufdi et Foued. Je parlais à personne d'autre. Je calculais vraiment personne d'autre. Et j'y étais pendant peut-être
un an ou deux sans calculer personne d'autre que mes potes et les gens avec qui je devais travailler. Et donc ça arrive à la période où je commence à créer du contenu gratuitement puisque je suis quand même plus détendu, les process sont faits, ça y est, j'ai toutes les méthodes qui marchent. Il y a l'IA qui débarque, donc c'est formidable, ça permet d'avoir plein d'opportunités pour mes sites et c'est à ce moment-là que je décide de former des gens. Et donc on boucle la boucle et c'est là où j'ai créé un groupe où il y a Bosstar qui m'a rejoint, il y a 0x FTO, il y a Reddington, il y a Mehdi, il y a Axel SEO, il y a plein de monde qui m'a rejoint. Il y a des fondateurs de Macaque University pour ceux qui ont connu. Il y avait vraiment beaucoup de monde, quoi. Et donc à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enseigné ma façon de faire du scrapping, ma façon de gérer les serveurs, ma façon de traduire les sites, de traduire les sites en gardant le HTML, DeepL, Google Translate, absolument tout ce que j'avais appris là pendant des années, et que ce soit du dropshipping ou de l'affiliation, ma façon de faire de l'affiliation, etc. Donc j'ai enseigné ça avec une personne que j'aimerais citer qui s'appelle Ike, qui a fait beaucoup de vidéos pour les gens gratuitement aussi. Donc moi pendant des années j'ai conseillé Ike qui m'avait trouvé au fin fond de Twitter et vu que j'aime bien aider les gens, je lui avais montré tout ce que je savais faire déjà en avant-première à lui pendant peut-être 2 ans, et après au moment où j'ai voulu former des gens, je lui ai dit tiens, est-ce que tu peux faire des vidéos pour les autres pour leur enseigner ce que je t'ai appris, quoi. Je pense que pour le dropshipping c'est à peu près bon, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Les vidéos sont évidemment toutes disponibles gratuitement sur David Black Cat technique avec un S à la fin sur YouTube. Voilà, tout est organisé dans des playlists, c'est gratuit. C'est gratuit cette année, mais c'est ce que les gens ont payé l'année dernière. Voilà. Donc tous ceux qui n'ont jamais rien payé, profitez-en, c'est gratuit et ça va le rester. D'ailleurs, mettez des flammes si vous voulez plus de contenu gratuit. Moi ça me va. Donc on peut faire tout un tas de contenu gratuit, ça me va. Dès que j'ai le temps, je vous fais ça. Mettez des flammes. L'autre sujet qui a été voté, c'est par quoi débuter. Donc soit vous avez jamais essayé de faire du business en ligne et donc vous vous posez cette question, soit vous avez essayé, vous n'avez pas réussi et donc vous êtes un peu perdu. Alors comme mon pote Kempe, je pourrais juste vous dire va bosser, mais il n'y a pas que ça. Pour moi, il y a 2 points essentiels. Le premier, c'est de se connaître. Et le second, c'est de savoir bosser. Plutôt que vouloir bosser ou de bosser tout court, c'est de savoir bosser. Le premier point, je l'ai vu quand j'ai commencé à tweeter ce que je faisais. J'ai eu énormément de personnes qui ont voulu faire comme je fais. Et donc, je leur ai enseigné de manière payante ou gratuite, peu importe. Le résultat était le même d'ailleurs. On dit souvent qu'il faut faire payer les gens et que les gens travailleront mieux s'ils payent. C'est absolument faux. Les gens ne travaillent pas mieux, la plupart des gens n'arrivent pas à bien travailler, c'est le gros problème. Je dirais même 90% des gens que j'ai pu accompagner de manière payante ou gratuite ont du mal à bosser, et pour une simple et bonne raison, c'est qu'ils sont attirés par ce que moi je fais et ça ne correspond pas à leur profil. Je suis persuadé qu'il y a des types de profils qui correspondent à des business et que si tu veux faire des trucs techniques mais que tu n'es pas geek du tout, il y a un problème. Si tu es plus de type extraverti, tu pourrais te tourner vers plutôt la vente, même si on m'a déjà donné tort et qu'on m'a dit que les meilleurs closers de telle ou telle agence étaient des personnes de type timide, mais il y a quand même des profils qui correspondent au dropshipping SEO, à l'affiliation, au SMMA, à TikTok, etc. C'est pas les mêmes gens qui se tournent vers chacun de ces business. Pour moi, l'énorme erreur, c'est de se tourner vers un business qui ne te correspond pas en fait. Donc je pourrais te dire que l'idéal, c'est de commencer par TikTok en prenant la formation gratuite BIT, donc bit.ly /tickbanger avec un T majuscule et un B majuscule, tick comme TikTok. Donc bit.ly tickbanger, formation gratuite ultra complète sur le business TikTok, trouver une niche, etc. Mais ça se trouve, ton profil n'est pas du tout adapté à TikTok. Et même si je pense que TikTok est la plus grosse opportunité que tu peux avoir en 2024. Je pense qu'il faut vraiment se poser la question pendant assez longtemps de ses forces et faiblesses et savoir vers quel business on peut être bon
et quel est le profil des gens qui réussissent dans ce business et est-ce qu'on a le même profil qu'eux ou non. Voilà. On n'est pas tous égaux pour apprendre des langues, on n'est pas tous égaux pour apprendre des techniques, on n'est pas tous égaux sur la façon de s'exprimer. Donc il ne faut pas croire qu'en travaillant dur, on va pouvoir gommer ses défauts. Tournez-vous vers la facilité et allez vers ce vers quoi vous êtes a priori le meilleur. Et même si vous n'avez aucune compétence actuellement, certains d'entre vous ont quand même des compétences d'apprentissage, par exemple techniques. Et donc ils peuvent avoir une sensibilité technique même s'ils ne l'ont jamais utilisée. Et je pense qu'il faut déjà s'entraîner à un peu tout avant de le savoir. Mais ça ne prend pas beaucoup de temps avant de se connaître. Je pense qu'une fois qu'on se connaît, la première étape c'est de se former. Mais se former, ça peut être des vidéos YouTube gratuites. Je ne vous conseillerais pas de lire nos threads, de regarder des vidéos TikTok, non, des tutoriaux un peu chiants. Et vraiment la première étape, c'est si vous achetez une formation, de la regarder à 100%. On sait que la plupart des gens qui achètent des formations, par exemple, la regardent à 20%, 30% max. Voilà. Si vous achetez une formation, il faut absolument la regarder en intégralité avant de commencer quoi que ce soit. Ensuite, il y a quand même la question, une fois que tu as tout regardé, et encore là, je parle de formation payante, mais formation gratuite, c'est la même chose. Il y a énormément de contenu didactique, en anglais ou en français, sur le sujet qui vous intéresse. Ça peut être le closing, le SMMA, Facebook Ads, Google Ads, etc. Il faut bouffer de la doc, il faut bouffer des vidéos chiantes, et il n'y a pas trop le choix. Et c'est ça que j'appelle se former, c'est pas forcément une formation payante. Sachant qu'on est quand même à une époque où il est assez facile de trouver des leaks de formations payantes américaines. Et donc n'hésitez pas à en trouver tout un tas et regardez. Alors souvent c'est vraiment de la merde, mais bon, si vous ne le payez pas, c'est pas très grave. Et vous apprendrez toujours un minimum de choses sur le sujet concerné par la vidéo. Le second point, c'est juste de savoir si tu as compris tous les éléments qui étaient présentés ou s'il y a vraiment des trucs où tu es comme un singe, tu comprends absolument rien et c'est du chinois pour toi, quoi. A priori, si tu as tout compris, même si tu l'as pas fait, tu t'es pas entraîné, tu sais pas trop pourquoi il fait ça, mais au moins tu sais où il clique, pourquoi il filtre comme ça, etc. Bon, c'est déjà une première étape de valider. Donc tu as regardé l'intégralité des vidéos qui t'intéressaient sur le sujet, formation payante ou gratuite, et tu as tout compris. Bon, ok, on peut passer à l'étape d'après. L'étape d'après, c'est de mettre en pratique, mais je dirais mettre en pratique sans avoir l'intention de gagner de l'argent. Je trouve que l'erreur, c'est de mettre trop d'ambition dans ses premiers projets. Or, il faudrait juste commencer à faire un test et essayer de faire l'intégralité des choses qui sont présentées dans la formation ou dans les vidéos présentées sur YouTube, mais sans ambition de gagner de l'argent. Juste pour le fait de le faire, quoi. Et de voir comment on fait un site internet, comment on fait des textes de vente ou des fiches produits, ou des textes sur un site d'affiliation, comment on trouve des affiliations, enfin bref, faire absolument tout ce qui est montré de A à Z et passer toutes les étapes sans avoir l'ambition de gagner de l'argent. Comme ça t'enlève une pression, tu n'auras aucune déception ensuite et juste tu le fais pour te dire j'ai besoin de mettre en pratique ce qui m'a été montré, j'ai besoin de cliquer sur les boutons comme le mec a cliqué sur les boutons, filtrer comme il a filtré et de ressentir, on va dire, les mêmes sensations que lui et de découvrir comment ça marche et de commencer à comprendre, ok, quand j'appuie ça, ça fait ça, etc. Donc ça, pour moi, c'est une étape essentielle, c'est de mettre en pratique et surtout de mettre en ligne. C'est-à-dire que si on vous présente des Facebook Ads, il faut pouvoir mettre une publicité en ligne, même si tu n'as rien à vendre, tu mets une publicité sur un truc d'affiliation, peu importe, même sur un truc où tu sais que tu seras à perte, mais au moins tu l'as fait et tu as compris comment marche le business manager de Facebook ou le Merchant Center de Google, etc. Enfin, tu l'as fait et au moins tu as validé cette étape qui est, tu as suivi de A à Z la formation, tu as tout compris et tu as créé une première campagne pub, si c'est une campagne pub, ou tu as mis en ligne un premier site en SEO selon les recommandations qui t'étaient données et tu t'es pas arrêté en cours. Souvent c'est le problème, c'est qu'on s'arrête en cours, l'idée on l'a en tête, on commence à faire le process du site et puis on se dit mais est-ce que ça va gagner de l'argent ou pas? Non, en fait il faut oublier ça et tu mets en ligne.
Dans le cadre du SEO, par exemple, une fois que c'est mis en ligne, il faut faire les backlinks. Il faut que tu fasses des backlinks. Donc tu te fixes un nombre de backlinks. Et là encore, c'est toujours pas dans l'ambition de gagner de l'argent, mais tu fais tes putains de backlinks. Désolé, il y a le bébé qui dort dans mes bras, si vous l'entendez ronfler. Les conseils que je vais donner ensuite sont totalement contre-intuitifs et vont faire hérisser les poils énormément de gens, je pense. Pourtant, c'est des choses dont je suis intimement persuadé et convaincu. Selon moi, quand tu as cette étape-là, que tu as lancé ta première campagne en pub, que tu as lancé ton premier site, etc., tu n'as pas gagné d'argent, potentiellement ta pub elle est nulle, potentiellement ton site il est nul, mais tu as essayé de suivre au mieux les recommandations données d'information. Pour moi, la meilleure chose à faire, c'est trouver des gens qui n'ont aucune expérience, qui ont juste envie d'apprendre et qui ont envie peut-être aussi de faire du business en ligne comme toi, et de leur proposer de les former gratuitement à la formation dont toi tu as pu payer ou dont toi tu as suivi des heures et des heures de tutoriels. Et donc de trouver des gens et de leur dire regardez comment lui il fait. Regardez, moi je vous partage un Loom où je crée une campagne selon les recommandations. Donc vous êtes très ouvert sur le fait que vous avez utilisé telle formation, vous avez suivi telle vidéo, etc. Et juste vous leur prémâchez au maximum le travail dans un Loom sur la façon dont vous mettriez en place la campagne pub ou le site web selon ce que vous avez compris des vidéos, et vous le faites sur un Loom où en fait c'est comme ça reste dans le temps, et vous vérifiez que ces personnes-là mettent en œuvre aussi chacun une campagne, un site en SEO, le mettent en ligne, etc. comme vous l'avez fait. Alors là je suis sûr qu'il y en a plein qui se disent mais attends, le mec il a jamais rien fait, il a juste mis une campagne qui est potentiellement pourrie, il a mis en ligne un site qui est potentiellement pourri, et il va enseigner à d'autres ce qu'il a fait. Ouais, mais en fait, faut se rendre compte que déjà la plupart des gens qui achètent des formations ne les regardent pas en entier. Donc ils vont jamais rien mettre en ligne. Là, en fait, en faisant ça, tu vas pousser des gens à faire les choses, donc à passer déjà les premières étapes qui sont de est-ce que j'ai tout regardé, est-ce que j'ai tout compris, est-ce que j'ai mis en ligne. Et en fait, tu aides des gens à passer cette étape, et tu deals avec eux de travailler en groupe au pourcentage sur des sites tous ensemble ou des campagnes pub tous ensemble, etc. Mais en groupe. Et au moins vous êtes tous dans une dynamique où vous avez tous fait le putain de truc et vous avez passé les premières étapes que personne ne suit quasiment. Et mine de rien, donc ce conseil qui peut vous paraître méga foireux, en fait il va paraître foireux aux gens qui font des choses et qui ont déjà fait du business en ligne. Mais du point de vue du mec qui a jamais rien fait, faut vraiment se rendre compte qu'il y a 70% des gens, voire parfois 80% des gens qui achètent une formation, donc qui payent, qui ne regardent même pas en entier, donc ils vont jamais rien faire. Le pourcentage de personnes qui mettent en ligne une pub en suivant une formation Facebook Ads type, comment il s'appelle, Alex Callen, une formation en Google Ads de, je sais pas, Pierre ScaleMe, etc. Ça doit être même pas 10%, quoi. Les gens qui mettent juste en ligne et qui font un putain de premier test en ligne, un truc qui reste pas dans leur tête, quoi. Mais jusque là on est d'accord, potentiellement personne n'a gagné d'argent. Juste vous êtes associé avec des gens qui sont peut-être des tocards comme vous ou pas, mais au moins qui ont passé toutes les premières barrières mentales et qui ont mis en ligne le putain de truc qui est présent. Bon, le peuple a voté. Est-ce que du coup, tu étais proche de Romain de Dropship Reborn à Malte? Est-ce que tu l'as côtoyé? Et bah pareil pour Tougan. Et ouais, bah du coup, deuxième question, combien tu as de sites actuellement vraiment qui sont finis et combien ils te rapportent? Alors, soit une fourchette ou c'est en fonction de ce que tu veux partager. Si tu le veux bien, je vais juste finir mon petit laïus sur la partie débutante, parce que je trouve que c'est extrêmement important. Je ne peux pas faire du mindset pour du mindset, mais je pense que le point bloquant qui empêche les gens de réussir, c'est le passage à l'action et le fait de bien bosser. Donc juste je termine cette partie-là et ensuite je réponds à tes questions. Donc dans le cadre de la mise en place, moi ce que je préconise, c'est de lister absolument tout ce qui a été montré dans les tutoriaux, la formation, etc. Petite case à cocher et vérifier qu'on a bien fait l'intégralité avant de pouvoir l'enseigner de nouveau à des personnes avec qui s'associer. Une fois que c'est fait avec l'équipe, que chacun a pu mettre en place son premier test de campagne publicitaire, son premier test de site en SEO, etc., il va s'agir de noter son process, donc de découper le process
par exemple en dropshipping, la partie SAV, la partie backlink, la partie création de site, la partie fournisseur qualité, la partie gestion bancaire, etc. Donc tu découpes tout le process en grands blocs et tu vas noter ce process. À quel niveau tu en es en termes de scalabilité et comment tu peux assumer justement la croissance qui pourrait arriver. Ça va à la fois te donner un axe d'amélioration, mais ça va aussi te donner des idées d'automatisation. À ce moment-là, il y a plusieurs options qui s'offrent à toi. Soit tu te formes à Automa, Zenoposter, un outil d'automatisation, à WebScraper. Il y a un tutoriel de 40 minutes fait par Baki qui est sur ma chaîne David Blacat Technique avec un S. Donc encore une fois, j'ai mis le lien plus haut. Il y a un tutoriel de 40 minutes 100% gratuit avec aucun lien de formation payante ou je sais pas quoi derrière, aucune demande d'email, enfin voilà, c'est 100% gratuit. Vous apprenez le scrapping, vous apprenez un outil d'automatisation ou sinon vous vous associez avec un dev. Mais une fois que vous avez trouvé des process à automatiser, faites-le, vous allez gagner énormément de temps à partir du moment où vous êtes assuré que c'est scalable. C'est parti, on automatise. Une fois que tu as trouvé si tu réussis à automatiser ou pas, tu as deux solutions, comme je le disais, c'est soit tu passes par un dev, soit tu devs toi-même. Et pour ça, il y a des outils no-code qui sont incroyables. Moi, je suis en plein dans Bubble en ce moment. Il y a Flutterflow aussi qui existe en termes d'outils no-code pour faire des apps, des SaaS, etc. J'en parlerai bientôt, mais je suis en pleine découverte là et c'est vraiment extraordinaire. Donc, quand vous avez trouvé des process à automatiser via des scripts Python créés via ChatGPT, via du Automa, du WebScraper, etc., c'est le moment d'en faire une petite application qui répond aux problématiques de scalabilité que vous venez de rencontrer avec les copains avec qui vous êtes associés. Pour l'instant, vous n'avez toujours pas fait forcément de pognon. Vous avez pu peut-être en faire par chance, mais ce n'est pas obligatoire. Et ça va être le moment aussi de découvrir tous les pain points, tous les problèmes qu'il peut y avoir dans le cadre de la création d'un site de dropshipping SEO, dans le cadre d'une campagne publicitaire, etc. Quels sont les problèmes que vous rencontrez avec l'équipe quand vous créez votre campagne, quels sont les problèmes que vous rencontrez quand vous créez votre site, etc. Et vous notez tous ces pain points et vous voyez à quel point c'est automatisable avec les outils que vous avez sur la main. Zenoposter pour les plus tech, Automa pour les plus novices et les plus accessibles, WebScraper, etc., etc. Et ensuite, il y a la possibilité, une fois que vous avez découvert tous ces pain points et trouvé des solutions à certains, de créer des outils qui répondent à ces problématiques. Là, c'est vraiment la boucle totale de je ne maîtrise rien à j'arrive avec mon propre outil finalisé et je suis prêt à la fois scaler moi pour mon propre business, faire le maximum de tests le plus rapidement possible via mes outils d'automatisation et même ouvrir l'outil en tant que SaaS à d'autres. Et là, tu fais un 360 qui est vraiment le top. Et moi, c'est toutes les erreurs que j'ai pas faites dans l'ordre. Et maintenant, c'est sûr que je suivrai toujours cette ligne de A à Z. Alors, je vous invite à prendre des notes par rapport à ce que j'ai expliqué pour les débutants. Mais pour moi, c'est vraiment un ordre extrêmement important. On regarde absolument toutes les vidéos qui sont possibles sur le sujet ou dans la formation. On s'assure d'avoir tout regardé. On valide qu'on a tout compris. On met en pratique. On cherche des associés. On leur enseigne contre contrat, pourcentage, association. Et ensuite, on découvre les points à automatiser, les pain points, etc. On s'associe soit avec des développeurs, soit on apprend nous-mêmes à bidouiller avec ChatGPT, Automa, WebScraper, etc. On découvre vraiment les gros pain points au moment de la scalabilité, une fois qu'on essaye de mettre beaucoup de tests en place. Et là, on peut créer son propre outil. Et dans tous les cas, soit tu gagneras de l'argent avec l'outil, soit tu gagneras de l'argent avec le business directement. Et je vais juste donner un exemple sur ça, parce que dans le groupe avec Mehdi, Baki, etc., il y avait un gars qui s'appelle 0xFTO, que je vous invite à follow, qui était dans la partie affiliation, donc dans les personnes que j'ai formées gratuitement, et là où en fait la plupart des gens avaient choisi le dropshipping, dont Baki, dont Botstart, dont Mehdi, etc. 0xFTO, lui, il a choisi l'affiliation, et donc j'ai appris ce que je savais sur l'affiliation. Évidemment, moi, je l'ai formé à gérer plein de serveurs, à créer plein de WordPress très vite, à faire du scrapping, de la réécriture, de la traduction, etc. Bon, très bien. Mais au final, qu'est-ce qu'il fait maintenant? En fait, il vend One Click Affi, que je vous invite à tester parce que c'est vraiment incroyable.
il a créé OneClickAffiliate, un site pour créer un site d'affiliation en quelques secondes, en appuyant juste sur le bouton, tu mets canapé ou le terme de ton choix dans la langue que tu souhaites et directement tu appuies sur le bouton et tu as un site d'affiliation optimisé SEO qui est créé de zéro dans le pays que tu souhaites. Et d'ailleurs pour TikTok, il a créé Tickmatize, qui est un outil qui automatise quasiment tout le process de création vidéo pour TikTok de A à Z. Et voilà, c'est vraiment le process complet. Il crée aussi des sites pour lui-même, d'ailleurs, avec OneClickAffiliate, mais là, tu as la vue 360 du process qu'il faut absolument suivre. On part d'une formation, alors là, c'était gratuit, mais ça aurait pu être payant, et il suit tout le process de s'assurer qu'il a compris, il voit les points à automatiser, il trouve les pain points, etc. Les pain points dans le cadre de l'affiliation, c'était la recherche de niche, c'était le fait que ce soit technique, de créer un WordPress avec les bons filtres, etc. Que c'était assez pénible à faire et que surtout un site d'affiliation, ça prend énormément de temps pour rapporter peu d'argent par rapport au temps investi. Sauf que là, il a répondu au point en automatisant absolument tout en un clic, où finalement, ton clic, il te prend quelques secondes à faire, et forcément, le gain par rapport à cette seconde dépensée est énorme. Voilà. Alors que si tu avais passé 6 mois de ta vie, ça ne vaudrait pas le coup. Donc maintenant, je peux totalement répondre à tes questions. La question, c'était Dropshipping Reborn. Non, c'était le voisin de palier de mon pote. Comme j'expliquais, on allait dans la même salle de sport. Je ne l'ai pas vu une fois de ma vie IRL. Ah si, peut-être une fois en revenant, justement, parce que c'est un pote de Kempé. Je l'ai peut-être croisé à la salle, mais sinon, non. Je voyais Théophile Hélier et Pierre Ollier. Je leur ai jamais dit bonjour. Moi, j'y allais tout le temps avec mon pote, et en plus, j'étais pas du tout dans une phase où j'avais un intérêt pour les infopreneurs, les dropshippers, etc. Donc non, je fréquentais pas. Et puis, comme je le disais, moi, mes associés, ils étaient anglais, donc j'étais pas du tout dans le monde francophone, l'entrepreneuriat francophone, l'écosystème, je sais pas quoi. C'était pas du tout mon intérêt, donc j'avais aucune raison de leur parler. Je venais, je faisais ma séance avec mon pote, avec ma femme aussi, et puis je me barrais, tu vois. Et Romain, je l'ai jamais croisé, mais c'était le voisin de palier, je l'entendais tous les jours à travers la porte. Et Tougan, on s'est sans doute jamais vu non plus, et pourtant on vivait juste à côté. Mais on vivait tous vraiment, on va dire, dans le même quartier, quoi. Et pour les sites, j'ai aucun problème à répondre. Je vais juste faire une petite précision. Je ne vis pas dans un paradis fiscal, donc ce que je vais répondre, c'est le bénéfice des sites sur lesquels j'ai des associés. Je ne vais pas détailler ma part sur ces sites. Je ne vais pas détailler si je me paye ou non sur ces sites pour des raisons évidentes. Voilà. Mais les chiffres des sites, j'ai aucun souci à les donner. Les 15 000 sites ont été stabilisés à environ 170 000 euros de bénéfices par mois. Alors là, c'est en déclin depuis quelques mois, puisqu'on comptait lancer Pyramidal, et donc on a laissé de côté tous ces sites qui sont plus ou moins à l'abandon, mais qui rapportent toujours, entre guillemets, énormément quand on parle de somme globale. Par site, on est à un peu plus de 10 euros, quoi. De façon générale, il faut se dire que 80% de l'argent vient de l'Italie et de la République tchèque. Ensuite, on a lancé 18 000 sites en mai dernier avec Botstart, Baki et un troisième associé pour tester notre façon de relancer des sites. Et on a lancé 18 000 sites en un mois. Et on a eu évidemment des ventes. Bon, c'est évident sur un nombre de sites aussi élevé, mais les sites sont très vite partis à la cave pour une simple et bonne raison. Je ne sais pas si Botstart en a déjà parlé sur les réseaux, mais on a indexé, je crois, si je ne dis pas de bêtises, 11 millions d'URL. Je crois que c'est ça le chiffre, 11 millions d'URL en 2 ou 3 semaines. Et il y a un truc qui ne me plaisait pas dans les URL, et j'ai demandé à Botstart de les changer. Et plutôt que faire une redirection, on a désindexé pour réindexer. Donc on a renvoyé 11 millions d'URL à Google. Alors les 11 premiers millions d'URL avaient bien plu à Google et avaient été mangés, et ça partait incroyablement bien. Mais en fait, on lui a envoyé 22 millions d'URL sur les mêmes sites en 6 semaines à peu près, quoi. Et là, il nous a dit, bon ok les mecs, ça va à la cave et poubelle, quoi, grosso modo. Et c'était pas très grave parce que c'était au moment où on lançait Pyramidal.
Et sauf que le projet pyramidal, donc, qui est de faire à peu près les mêmes sites, mais en plus grande quantité, avec 300 associés trouvés sur Twitter, sur lesquels on prend évidemment une part, ça a été mis en pause au moment du Black Friday, tout simplement parce que les gens étaient pas au niveau pour utiliser les scripts qu'on leur donnait. Donc, c'est-à-dire que nous, on n'était pas au niveau pour leur donner les scripts qu'il fallait par rapport à leur niveau à eux. Et donc, je me suis associé avec un dev que je connais depuis 15 ans pour absolument tout reprendre en PHP et faire un outil qui fait quasiment tout le travail de A à Z. Voilà. Donc ces sites-là sont en pause, les sites pyramidiales, puisque les gens n'étaient pas en mesure de les faire. Et je vais bientôt relancer la machine pour en lancer 45 000 avec 300 associés. Et je crois qu'on en lance 20 000 en côté traduction là, ce mois-ci, il me semble. On est sur les serveurs, les noms de domaine, enfin un peu tout ce sujet-là avec le développeur. Et ces 20 000, c'est avec Baki, Botstart, le développeur et un autre associé, et moi évidemment. Et on a fait un deal avec le développeur qui est très fortement à son avantage, c'est-à-dire qu'il va toucher 50% du bénéfice sans investir son propre argent en termes de trésor sur les commandes, jusqu'à un certain palier où après ça diminue son pourcentage, mais pour lui assurer un gros montant spécifiquement pour lui, puisque j'ai comme obsession de toujours excellemment bien payer les développeurs, comme c'était le cas pour mon développeur en Côte d'Ivoire. Donc on a fait à peu près ce deal-là, quoi. Et tout ça, il faut se dire, c'est des sites de copie. Donc de copie, c'est-à-dire on trouve des sites et on les réadapte dans d'autres pays. Sur les sites créés de zéro, on a galéré techniquement pendant des mois pour trouver comment faire des sites aussi quali de façon 100% automatisée que des sites créés à la main via une formation dropshipping SEO. Au final, on a trouvé une solution, je crois, en janvier, un truc comme ça. Et à partir de janvier, on avait déjà détecté tous les niches, on avait déjà un process qui était carré depuis plusieurs mois, depuis à peu près Black Friday aussi. Mais là, on a résolu une grande partie des problèmes courant janvier, et on a pu lancer plus de 1000 sites. Alors, je ne sais plus, peut-être 2000, un truc comme ça. J'ai plus les chiffres en tête, mais je crois qu'on est autour de 2000. Et en fait, au bout de plusieurs semaines, on voyait des milliers de clics qui passaient, et on se dit putain, il n'y a pas de commande. Mais vraiment, c'est un truc de ouf, quoi. Et on cherche, on fait des commandes, on passe des commandes, ça marche. Bon, super étrange, quoi. Super étrange parce que normalement, même un site copie, mais le plus éclaté au monde, tu fais quand même des ventes. Et on a remarqué à un moment, ça faisait plusieurs semaines que ça avait été mis en ligne et indexé, et qu'on faisait des backlinks aussi, et donc il y avait des milliers de clics sur nos sites. On a remarqué qu'en fait il y avait un truc au moment du panier qui empêchait les gens de pouvoir commander sur les pays voulus. C'est-à-dire que par exemple sur les sites italiens, tu ne pouvais pas commander si tu étais en Italie. Sur les sites tchèques, tu ne pouvais pas commander si tu étais en Tchéquie. Tu vois. Et donc on a résolu ça, je ne sais plus, fin ou mi-février, un truc comme ça. Enfin, il n'y a pas très longtemps. Et là-dessus, on est en train de réinvestir le cash pour créer plus de sites. Donc là, le process y est carré. On fait beaucoup de backlinks. On est très bon sur les backlinks. On est en train d'automatiser vraiment les backlinks. C'est incroyable. Les sites, ils sont top. Ils sont de mieux en mieux parce qu'au début, c'était un peu de la merde. Et là, vraiment, chaque salve est vraiment de mieux en mieux. Et on arrive vraiment à un truc où à chaque fois que je vois les sites, je me dis putain, c'est ouf, quoi. C'est vraiment ouf. Donc ça, c'est sûr que ça va rapporter énormément d'argent, ce qui va demander énormément de trésorerie aussi. Mais voilà, c'est le projet sur lequel on est à 100%, puisque c'est vraiment un truc qui va changer beaucoup de vie et qui va permettre de rentrer dans des sphères beaucoup plus intéressantes, quoi. Je vais peut-être me répéter, mais moi j'ai quasiment 40 ans, mes associés aussi, certains ont plus de 40 ans, donc ce n'est pas des chiffres, ce qu'on fait qui nous chamboulent. En revanche, là le projet qu'on fait avec Baki, 23 ans, Botstart 23 ans, et le troisième associé, le quatrième on va dire, qui a 22 ans, c'est game changer, c'est un truc, j'ai jamais été confronté à un potentiel
de chiffres aussi fous, à une automatisation de backlink, à une automatisation des sites, c'est de la folie. Puis on voit les sites sous nos yeux qui partent sur la Lune, quoi, direct, c'est absolument ouf, quoi. Après indexation, tu as des sites directement, même pas encore de backlink, qui font déjà 200 visites. Donc on sait qu'en faisant des backlinks, ça va partir sur la Lune direct et qu'on peut en lancer 1000, 2000 par mois. C'est incroyable. Ok, sans transition, pour les membres qui voudraient poser une question à David, et bien sûr sur ce chat, n'hésitez pas du coup à nous envoyer un message privé à soit Mehdi, soit moi, Antoine, et puis comme ça, nous, on renverra l'audio sur le canal directement. Voilà, merci les gars. Bon, tout le monde, on a reçu 6 questions, donc là j'en partage 3 en vocal, donc je fais les transferts comme ça, David t'as plus qu'à les écouter et y répondre. Et après, quand tu auras répondu à celle-là, je te renverrai les 3 autres que j'attends en vocal de la même manière. Donc let's go. Petite question pour David. Ça fait quoi d'avoir 100 000 euros de vêtements de luxe dans son dressing? Voilà. Salut David, que penses-tu de Google Core Update et Spam Update de mars 2024? Salut l'équipe. Alors moi, ma question pour toi David, c'est comment faire de l'affiliation e-commerce en 2024? Vu qu'il y a très peu de concurrence, est-ce que tu pars de MFA existants ou alors est-ce que tu scrapes Amazon directement? Et si tu as des plugins indispensables pour faire ça? Merci beaucoup. Je vais répondre à la question sur les 100 000 euros de vêtements de luxe dans le dressing. Alors on en a évidemment beaucoup plus, mais faut voir ça comme si on avait un business de haricots verts, tu vois. Et c'est pas déconnant d'avoir pour 100 000 euros ou 200 000 ou 300 ou 500 000 euros de boîtes de conserve d'haricots verts. Donc c'est un job. Moi j'ai aucune attache au luxe en particulier. Je m'en fous totalement. Donc comme je dis souvent, le but c'est d'être à la plage ou à la piscine en décathlon avec l'argent du luxe. J'ai vraiment aucune attache aux marques de luxe. En revanche, c'est un super bon business. Et petite précision, mais la personne qui pose cette question est mon personal shopper. Donc c'est la personne avec qui on bosse et qui se déplace parce qu'avec une famille, c'est un peu compliqué de se déplacer partout en Europe. Ça reste du business physique, donc faut pouvoir bouger. Et je passe par Wallace pour acheter. Lui, il se déplace voilà, aux Pays-Bas, au UK, en Italie évidemment, puisque c'est la base. En France aussi, quand on ne peut pas avoir quelqu'un d'autre qui se déplace. Et voilà, mais non, ça fait absolument rien. C'est un taf, quoi. J'en pense qu'il faut comprendre pourquoi Google fait ça. Et encore une fois, bon, je me répète, mais Google est un intermédiaire. Google a crawlé tout Internet. Donc Google est en mesure d'apporter pour l'internaute une réponse à ses recherches, puisque ça reste un moteur de recherche. Donc les gens font des recherches et Google doit y répondre de la manière la plus pertinente en ayant des emplacements en plus publicitaires monétisés, quoi. Donc ça va forcément dans le sens des internautes, la plupart du temps en tout cas, malgré tout ce que peuvent dire les éditeurs. Donc il faut prendre en compte, alors c'est bizarre pour quelqu'un qui s'appelle Black Hat, mais il faut prendre en compte l'intention de l'internaute, et c'est quelque chose que les gens sous-estiment énormément. Comprendre par exemple que des guides d'achat, les 3 meilleurs aspirateurs avec des liens Amazon, ça n'a aucun intérêt pour l'internaute, c'est évidemment biaisé. Donner 3 réponses alors qu'il y a des milliers de types d'aspirateurs, ça n'a aucun intérêt non plus. Et en plus, Google a déjà les informations sur tous les e-commerçants, donc ils ont besoin d'absolument personne pour te dire quels sont les meilleurs aspirateurs, sauf dans le cadre où tu rajoutes énormément de filtres, comme le ferait Afficeo. C'est pour ça que ces sites cartonnent. Et c'est le fait d'avoir énormément de filtres qui fait que, ça donne de super bons signaux pour Google, puisqu'il n'y a pas de taux de rebond. Les gens restent longtemps, visitent longtemps, utilisent les filtres, scrollent la page, etc. En fonction de leurs besoins, du nombre de watts qui sont de la puissance nécessaire, du réservoir, de la question du bruit, etc. sur l'aspirateur. Tu gères tous tes filtres et à partir de là, on te propose les meilleurs produits au prix que tu souhaites, donc avec un filtre de prix. Donc tout ça, ça fait qu'il faut comprendre l'intention de l'internaute pour pouvoir
créer les sites qui répondent à cette intention. Mais le dropshipping SEO, pour l'instant, répond totalement aux intentions de Google, puisque quand on demande une tirelire licorne, plutôt que proposer un site généraliste, plutôt que donc qui ne serait pas spécialisé dans les tirelires licornes, plutôt que proposer un site d'affiliation qui serait forcément biaisé ou qui serait intermédiaire, Google sait que quand tu cherches tirelire licorne, tu veux une tirelire licorne. Donc là, tu as la création d'un site spécifique e-commerce, comme Google le souhaite, et avec énormément de produits qui font énormément de sémantique et énormément de présence sur tous les mots-clés possibles et imaginables. Donc voilà, pour l'instant, ça va dans le bon sens et j'ai aucune crainte sur la rédaction IA sur des fiches produits, par exemple. Je trouve que la rédaction est de meilleure qualité que ce qu'on pouvait faire à la main à l'époque de Dropshipping Reborn, tout simplement. Pour compléter ma réponse, ça ne veut pas dire que c'est pas automatisable. C'est aussi une des erreurs de croire que pour répondre à l'intention de l'internaute, il faut faire des choses à la main. Non, pour répondre à l'intention de l'internaute, il faut répondre à l'intention de l'internaute. Et c'est 100% automatisable. Super question et j'ai plein de choses à dire, donc on va faire un petit topo là-dessus en plusieurs notes vocales. Avant de parler de l'affiliation e-commerce, on va déjà préciser ce que c'est l'affiliation e-commerce. L'affiliation e-commerce, ce n'est pas quelque chose que vous trouverez ailleurs. C'est un terme que j'ai inventé lors d'un podcast avec Afficeo pour désigner sa façon de faire des sites d'affiliation produits. L'affiliation produit, c'est tout simplement les sites qui font des liens monétisés vers des sites e-commerce qui vendent des produits, tout simplement. Et l'affiliation dite e-commerce n'est qu'un type parmi d'autres de sites qui font de l'affiliation produit. Voilà. C'était juste la précision. Ensuite, on va regarder les différents types d'affiliation produit. Là, je vais parler des sites, ça pourrait être en vidéo sur YouTube, sur TikTok, etc. Peu importe. Là, on va parler des sites internet qui font de l'affiliation produit. Et ensuite, j'arriverai à la question de l'affiliation e-commerce. Donc historiquement, que ce soit aux États-Unis ou même en France, il y avait ce qu'on appelle les comparateurs de prix. Alors, le nom est trompeur, il n'y a pas du tout de comparaison de prix, ou très peu. C'était juste des sites qui récupéraient l'intégralité des sites e-commerce d'un pays et qui catégorisaient les produits proprement et qui se plaçaient ainsi sur des dizaines, voire centaines de milliers de catégories. Et donc, tous ces produits en même temps faisaient qu'à l'époque, il n'y avait pas de duplicate content, donc il n'y avait pas de pénalité de Google sur le contenu dupliqué, le contenu qui est récupéré ailleurs et qui n'est pas modifié. Et donc, le fait de référencer énormément de produits sur énormément de catégories faisait que ça rapportait énormément de jus, puisqu'il y avait énormément de sémantique sur la page, puis il y avait la sémantique de tous les sites internet sur une catégorie donnée, et en plus, il y avait toutes les catégories. Donc, via les liens, donc ce qu'on appelle le maillage interne, il y avait une transmission du jus ou du PageRank de page en page. Donc voilà, ça c'est pour situer. Et à un moment, quand Google, comme je le disais, a considéré qu'il pouvait le faire lui-même, ce qui était le cas, et a lancé ce qui s'appelle Google Shopping, Google a tout simplement coupé la possibilité de faire ces sites-là et donc a ramené des sites qui faisaient des millions de visites du jour au lendemain à zéro. En revanche, est-ce que ces sites sont toujours possibles? Oui, ces sites sont encore possibles. Pendant des années, moi je prenais l'exemple de Lions Home qui a cartonné en Europe sur un modèle de ce qu'on appellerait donc comparateur de prix dans le milieu mobilier, maison, jardin. Voilà, un truc qui est vraiment très efficace en affiliation produit. Et en fait, là, il y a quelques mois, Google a décidé, pareil, de dire stop, et le site s'est écroulé d'un coup. Voilà, ça ressemble quasiment à une pénalité manuelle, tout simplement parce qu'il y a des sites qui font la même chose dans les mêmes pays qui, eux, n'ont pas été pénalisés. Alors là, je vais revenir sur quelque chose d'essentiel qu'il faut comprendre, que je répète systématiquement depuis 2022, depuis mon interview chez les Makers, c'est que tous les pays ne sont pas les mêmes. Quelque chose qui ne marche pas aux États-Unis peut marcher en France, quelque chose qui ne marche pas aux États-Unis en France peut marcher en Italie, quelque chose qui ne marche pas aux États-Unis en France et en Italie peut marcher en Tchéquie. Et ce qu'il faut comprendre, c'est pas qu'il y a un algorithme différent, c'est juste qu'il n'y a pas les sites qui répondent aux intentions de recherche précisément comme Google le souhaite, et Google présente donc en premier les résultats qu'il a, les meilleurs résultats qu'il a. Donc s'il n'y a pas des sites qui ont fait le taf, il met les sites qui sont là, quoi, même si c'est de la merde. Ça, c'est vraiment essentiel à comprendre. Ce que je veux dire, c'est que s'il y avait des sites qui faisaient ce qu'on va voir après, donc les guides d'achat à l'ancienne, ça passerait devant les comparateurs de prix
eux aussi à l'ancienne. Et s'il y a des sites qui font de l'affiliation e-commerce, ce qu'on appelle l'affiliation e-commerce, et je vais y venir après les guides d'achat, bah ça dérangerait aussi, ça passerait devant plutôt les guides d'achat et les comparateurs de prix. Sauf que ces sites n'existent pas, ni les tests, les guides d'achat, ni les sites d'affiliation produits. Donc il y a encore plein de pays où les comparateurs de prix cartonnent. Je vais donner deux exemples. C'est que si tu regardes la Turquie, par exemple, il y a deux sites, Akakçe, je crois, donc A-K-A-K-C-E et Shimri, il me semble, C-I-M-R-I, qui à eux deux font environ 100 millions de visites par mois en pur comparateur de prix à l'ancienne. Si tu regardes côté grec, il y a Skroutz, S-K-R-O-U-T-Z. En Tchéquie, il y a Eureka. En Pologne, je crois que c'est Ceneo, etc., etc. Et ce sont des sites qui cartonnent de ouf. Même en Scandinavie, ça cartonnait, ça a été racheté. Donc il y avait plusieurs sites qui cartonnaient comme ça. Vraiment l'ancienne, très généraliste, du pur contenu dupliqué, dégueulasse. Tu prends des milliers de e-commerçants dans un pays, même des dizaines de milliers, et tu références absolument tous leurs produits et t'es payé quand les gens, soit quand ils achètent le produit, soit quand ils cliquent sur le lien voir l'offre. Il y a deux types d'affiliation possibles, soit quand l'internaute achète le produit, soit quand il clique directement sur voir l'offre et qui est redirigé vers le site e-commerce.